Merci. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on m'entend? Ah. Je ne suis pas très technologique, donc vous allez m'excuser. Premièrement, je remercie mon introducteur. Deuxièmement, je suis très content d'avoir porté ma chemise rouge aujourd'hui parce que vous pourrez ainsi me reconnaître et ne pas me mélanger avec mon collègue qui vient de parler et qui va chez le même coiffeur que moi. Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi, avant de commencer, de vous exprimer tout l'honneur que je ressens à être ici parmi vous, afin de vous parler de l'approche neurolinguistique et de sa mise en œuvre au Canada. Le français intensif est l'expression la plus répandue de l'approche en question, mais on commence à voir des expérimentations dans d'autres langues, dont certaines langues autochtones. Ça marche, je crois. Si je me penche en particulier sur la mise en œuvre au niveau scolaire, c'est que mes propres expériences avec l'approche neurolinguistique ont toutes eu lieu à ce niveau-là, en particulier avec le français intensif au Canada. Il y a aussi d'autres expérimentations canadiennes auxquelles j'ai participé, par exemple celles qui ont eu lieu avec certaines langues autochtones, toujours au niveau scolaire. Et en Chine, depuis 3 ans, je ne suis pas très techno, je vous l'avais dit, en Chine, depuis 3 ans, il y a eu une expérience avec l'ANL en milieu universitaire et en septembre 2013, débutera une expérience de l'approche au niveau collégial, dans un lycée. Au Japon, il y a quelques instituts du français du Japon qui ont montré un très grand intérêt pour l'approche et qui songent en ce moment à en faire une éventuelle expérimentation. Et aux États-Unis, l'Alliance française de Chicago va commencer à en faire l'expérimentation sous peu. Au Québec, je remonte un petit peu dans la diapo, au Québec, la province francophone du Canada, en milieu adulte également, débutera une expérience auprès des immigrants nouvellement arrivés. Et il y aura aussi en septembre, toujours au Québec, une expérimentation avec l'apprentissage de l'espagnol au milieu universitaire. Je souligne que je suis d'abord et avant tout praticien, mais un praticien qui s'intéresse de très près aux fondements théoriques des méthodes et des approches, et toujours prêt à expérimenter ce qui semble être prometteur. J'ai longtemps été responsable des programmes de français langue seconde au Nouveau-Brunswick, une des provinces du Canada. Avant cela, j'ai été enseignant d'anglais et du français langue seconde dans divers pays, notamment en France, en Grande-Bretagne, en Libye et à Malte. Et j'ai été formateur d'enseignants de langue seconde au Canada, ainsi qu'au Togo, au Burkina Faso et au Cameroun. Et j'ai été élevé, alors je suis canadien de naissance, juste, mais parce que mes parents sont partis pour l'Afrique dès que j'avais 3 mois, et donc j'ai passé ma tendre enfance en Éthiopie, en Libye et au Ghana, avant de réintégrer le Canada. Tous les propos qui suivent ont été tirés des écrits de Mme Joan Netton et de M. Claude Germain, concepteurs de l'approche neurolinguistique. Mais avant d'aborder le thème d'aujourd'hui, j'aimerais faire une mise en contexte des systèmes scolaires au Canada, ainsi que de certains éléments politiques qui appuient l'enseignement et l'apprentissage des langues secondes. J'ai bien dit les systèmes scolaires, car il n'existe pas, au niveau national, de ministère de l'Éducation. En effet, l'État canadien est une confédération de 13 gouvernements provinciaux et territoriaux et de 1 gouvernement fédéral. Chaque gouvernement provincial ou territorial détient la responsabilité de certains dossiers, dont la santé, le transport interne, les services sociaux et l'éducation. L'histoire du Canada et de sa colonisation explique l'existence de ces 13 divisions politiques conjointement avec la taille du pays. En effet, la superficie du Canada est près de 10 millions de kilomètres carrés, pour une population qui avoisine au total les 35 millions.
Comparez cela avec le Japon, dont la population est de 127 millions sur une superficie de 318 000 km², soit plus petit que Terre-Neuve et Labrador, qui se trouvent à l'est complètement, ce qui est mauve à votre droite, soit plus petit que Terre-Neuve et Labrador, avec ses 405 000 km² et dont la population dépasse légèrement 514 000 habitants. Vous comprendrez que c'est un défi de taille de mettre en place un système scolaire dans chacune des instances, compte tenu du fait que beaucoup de personnes habitent des régions éloignées. Dans le domaine de l'éducation, au niveau scolaire, chaque gouvernement a sa propre façon de faire, son propre processus de mise en œuvre de programmes d'études et prend ses propres décisions quant au parcours scolaire des jeunes. Bien sûr, il y a un grand niveau de coopération entre les instances, mais il demeure que chacune, en matière d'éducation, est indépendante. Au niveau postsecondaire, les établissements universitaires sont considérés des entités privées, même si elles reçoivent d'importantes subventions versées par le gouvernement de leur instance. Selon les instances, ce que nous appelons les collèges techniques, c'est-à-dire des établissements de formation professionnelle, peuvent être gérés par le gouvernement ou, comme les universités, peuvent être considérés comme des entités privées. Chaque gouvernement décide donc quelles langues seront enseignées au niveau scolaire et dans quelle mesure l'apprentissage d'une langue seconde est obligatoire. Du côté politique, la loi sur les langues officielles a été proclamée par le gouvernement du Canada en 1969. La loi précise que l'anglais et le français ont statut égal au Canada et que chaque citoyen appartenant à l'une des collectivités linguistiques, anglaises ou françaises, a le droit de se faire servir en la langue de son choix par le gouvernement canadien, quel que soit son lieu de résidence. Je vous rappelle, le pays est énorme. D'un bout à l'autre, il y a 8000 kilomètres. Ça, c'est juste en largeur. La loi et son application au service de l'administration a fait en sorte que la population canadienne anglophone s'est intéressée de plus en plus à l'apprentissage du français, non seulement d'un point de vue instrumental, en tant qu'entrée dans l'administration fédérale, mais aussi d'un point de vue intrinsèque, du fait que l'on acceptait la nature multiculturelle du Canada. Les programmes d'immersion, dont on a beaucoup parlé au fil des années, ont acquis une certaine popularité et les parents d'enfants en âge scolaire continuent à en réclamer. En 2010-2011, par exemple, au niveau national, 14% des élèves anglophones ou allophones étaient inscrits dans des programmes d'immersion française. Les pourcentages varient d'instance en instance, bien sûr. Par exemple, au Nouveau-Brunswick, l'instance où j'ai longtemps travaillé, 23,4% des élèves anglophones étaient inscrits dans les programmes d'immersion. Et au Québec, le pourcentage s'élevait à 35,8% des élèves anglophones. Ce haut pourcentage du Québec s'explique du fait que la grande majorité de la population du Québec est francophone et, pour les anglophones qui y habitent, le français est une langue nécessaire. Le Québec est la seule province où la langue officielle est le français et le Nouveau-Brunswick, la seule instance qui ait fait du français et de l'anglais les langues officielles du gouvernement provincial. Ce qui explique l'intérêt marqué en ce qui concerne l'apprentissage des langues secondes. Dans les autres provinces et territoires, le pourcentage d'élèves inscrits en immersion est beaucoup moindre, ce qui explique le pourcentage à l'échelle nationale de 14%. Tout cela pour dire qu'au Canada, il y a un intérêt marqué en matière d'apprentissage du français en tant que langue seconde, ainsi que de l'anglais langue seconde au Québec et au Nouveau-Brunswick. Cependant, dans ce qui suit, je ferai référence au français langue seconde, compte tenu que ce programme est offert dans toutes les provinces et territoires. Les résultats probants de l'approche immersive, donc de l'immersion, où les élèves apprennent le français et s'attaquent à la majorité des autres matières scolaires en français, telles les mathématiques, les sciences humaines,
on fait en sorte qu'on s'est posé la question. Que faire pour les élèves? Que faire pour les élèves qui ne s'inscrivent pas au programme d'immersion et qui forment la majorité des effectifs? Car il était clair que l'apprentissage classique du français, où un élève est en classe pendant une courte période par jour, n'offrait pas l'occasion aux élèves de développer leurs compétences en français, du moins pas à l'oral. Et c'est l'habileté de s'exprimer à l'oral qui prime auprès des parents et, si j'ose le dire, auprès de la société canadienne. Mis à part les recherches en linguistique et en linguistique appliquée, les recherches récentes en neurosciences offrent des avancées énormes en ce qui concerne la compréhension du fonctionnement du cerveau et l'apprentissage des langues. Je fais référence en particulier aux analyses des recherches en neurolinguistique entreprises par Michel Paradis, sur lesquelles sont basés les principes de l'approche neurolinguistique. M. Paradis est professeur à McGill University et à l'Université du Québec à Montréal. Je suis bon, j'arrive à pousser le bon bouton au bon moment. Alors, qu'est-ce que l'approche neurolinguistique, ou l'ANL? Il s'agit, comme vous le voyez, et je cite de Nathan et Germain, un paradigme, une nouvelle conception de l'apprentissage et de l'enseignement, conçue par Germain et Nathan pour créer en salle de classe les conditions nécessaires pour faire apprendre à communiquer spontanément dans une langue seconde ou langue étrangère. Je n'entrerai pas dans le détail ici des concepts qui sont le fondement de l'approche neurolinguistique, car cela constitue le sujet de mon intervention lors de la table ronde ou le symposium qui suit cette présentation. Je vais plutôt vous parler de l'évolution de la mise en œuvre de l'approche et les résultats obtenus par les apprenants suite à leur expérience d'apprentissage intensif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au Canada, le français intensif est l'expression la plus répandue de l'approche neurolinguistique. Les premières expérimentations ont eu lieu en 1998 à Terre-Neuve et Labrador. Donc, si vous vous souvenez de la carte, la province mauve, à droite, où Madame Nathan était professeure de didactique des langues secondes à Terre-Neuve et Labrador. Sous la direction de Claude Germain, elle a complété une thèse de doctorat qui proposait une nouvelle approche pour l'enseignement du français, en particulier pour offrir aux jeunes qui n'étaient pas inscrits dans les programmes d'immersion une occasion de développer leur capacité à parler français. Comme vous le voyez ici, les premières classes à profiter de l'approche se trouvent à Terre-Neuve et Labrador en 1998. Et malgré les difficultés qu'on retrouve à tout début d'une expérimentation, les résultats étaient déjà concluants. Le nombre de classes continue à augmenter dans cette province pendant les années qui ont suivi. En 2002, on commence à s'intéresser au programme ailleurs et certaines provinces et territoires commencent leur propre expérimentation, en particulier le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan. Remarquez qu'en 2002-2003, 5 ans après les premières expérimentations, le nombre de classes expérimentales saute de façon significative de 13 à 40. 10 ans après les premières expérimentations, on est rendu à 185 classes, 2007-2008. Et l'année suivante, on double presque le nombre de classes à travers le pays. Depuis, la mise en œuvre continue à évoluer, mais plus lentement. En 2011-2012, il y avait 385 classes réparties ainsi. C'est beau. Je ne vais pas passer le temps, mais vous verrez à travers le pays. Vous remarquerez que la majorité des classes se trouvent dans l'Est du Canada, donc de votre côté droit, ce qui s'explique par un intérêt plus marqué pour le français de ce côté-là du pays. Cela est dû au fait que, du point de vue historique, les premières colonisations étaient françaises et que le Québec est la province la plus rapprochée. De plus, il faut savoir qu'au Nouveau-Brunswick, bon, excusez-moi, c'est ça, la province rouge, très petite, qu'au Nouveau-Brunswick,
en 2008, a fait du français intensif son programme de base pour tous les élèves qui ne sont pas inscrits au programme d'immersion. Et ce, parce que la province est officiellement bilingue et il y a une volonté politique et sociale qui encourage le bilinguisme. Ça veut dire qu'au Nouveau-Brunswick, tous les élèves, 100%, suivent des cours de français, soit des cours de français intensif, soit des programmes d'immersion. Il va de soi que l'augmentation du nombre de classes est la conséquence des résultats positifs des expérimentations, comme nous le verrons tout à l'heure. Les autorités étaient convaincues que le français intensif offrait une meilleure possibilité aux élèves d'atteindre le niveau de bilinguisme souhaité. Outre le français intensif, on a mis en œuvre un programme d'anglais intensif, toujours au Nouveau-Brunswick, dans la région francophone de la province. Si vous regardez la carte, c'est le haut de la carte, ce qui est mauve. Il y a aussi le français intensif au Québec, commencé il y a plusieurs années, mais la méthode d'enseignement ne repose pas sur les fondements théoriques de l'approche neurolinguistique. Selon l'instance, le programme est mis en œuvre de différentes façons. Le tableau qui est affiché ici montre les variantes qu'on peut trouver à travers le Canada. La grande majorité des instances commencent le programme en 6e année lorsque les élèves sont âgés en moyenne de 11 ans. Et pourquoi cette mise en œuvre suscite-t-elle l'intérêt? Avant de parler des résultats, je suis méchant, c'est un peu comme un programme de télévision, n'est-ce pas? Revenez la semaine prochaine pour la suite. Avant de parler des résultats, je voudrais vous expliquer brièvement l'échelle que nous utilisons pour évaluer la compétence à l'oral des élèves. Le temps ne me permet pas, malheureusement, de discuter des résultats que nous avons obtenus à l'écrit, mais je peux vous assurer qu'ils sont également encourageants. Afin de pouvoir accorder une cote à chaque élève qui passe en entrevue individuelle, les administrations des diverses expérimentations du français intensif se sont mises d'accord pour utiliser l'échelle descriptive utilisée au Nouveau-Brunswick pour l'évaluation des élèves à la fin du secondaire et l'évaluation des adultes soucieux de connaître leurs compétences en langue seconde. Les deux premiers plans de l'échelle, novice et de base, ont été subdivisés en 3 niveaux internes pour permettre de mieux cerner le progrès des élèves inscrits en français intensif. Le 3e plan, le niveau intermédiaire, offre 2 niveaux internes. Des critères de performance ont été établis pour chacun des niveaux. Pour permettre aux statisticiens de traiter les données, un nombre a été attribué à chacun des niveaux, comme vous le voyez ici. Au plan novice, nous retrouvons les niveaux 11, 12 et 13. Au plan de base, les niveaux 14, 15 et 16. Et finalement, au plan intermédiaire, nous avons les niveaux 17 et 18. Il existe, bien sûr, des plans à des niveaux supérieurs. Lors de l'entrevue orale, si un élève n'émet aucun mot de français, on accorde la cote 10, donc incotable. Le niveau 14 est le niveau que nous définissons comme celui où on décèle un début de communication spontanée. C'est-à-dire, l'élève a atteint un niveau qui lui permet de créer ses propres énoncés qui sont basés sur ce qu'il a acquis. Il ne s'agit plus d'énoncés mémorisés. L'échelle n'est pas linéaire, elle est plutôt en forme de cône, comme vous le constatez ici. Afin de progresser d'un plan à l'autre, l'élève doit pouvoir toucher plusieurs domaines et donc élargir son champ de communication langagière. Cela demande donc un effort plus grand de passer du niveau 13 au niveau 14 que de passer du niveau 11 au niveau 12. Avant de passer à l'examen des résultats, je voudrais préciser que chaque élève à qui on accorde une cote passe une entrevue individuelle, en face à face. L'équipe d'intervieweurs reçoit une formation spécialisée et l'entrevue dure entre 15 et 20 minutes.
Vous avez, pas là, mais peut-être tout à l'heure, vous avez ici un tableau, voilà, oups, voilà, qui montre les résultats d'élèves d'inscrits au programme de français de base à travers le Canada. Je vous rappelle, le français de base, c'est le programme, si je peux dire classique, un cours par jour, de 45 à 50 minutes. L'échantillon est très large, à 1642. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, le français de base est le programme offert aux élèves qui ne sont pas inscrits au programme d'immersion. Et il s'enseigne, dans le meilleur des cas, à raison de 90 heures par année scolaire. Vous remarquez qu'il y a très peu de différence entre les cotes reçues, quel que soit le nombre d'années passées en apprentissage du français. Je peux vous affirmer, vu mon expérience en tant que responsable des évaluations au Nouveau-Brunswick, que même les élèves qui avaient suivi le programme de français de base pendant 12 années, soit tout au long de leur parcours scolaire, démontraient les mêmes niveaux de compétences à l'oral. Le niveau est très bas, démontrant qu'il n'y a aucune compétence spontanée en langue seconde, ce qui est décourageant pour en dire le moins. Au fin de l'expérimentation, qui, comme vous l'avez compris, a duré plusieurs années, tous les élèves qui s'inscrivaient au programme de français intensif passaient un pré-test à l'oral, suivi d'un post-test à la fin des 5 mois accordés au français intensif. Malgré le fait que les élèves avaient étudié le français, je dis bien étudié, pas acquis, pendant 4 ans, soit 90 heures par année, pour un total de 360 heures, les résultats du pré-test démontrent qu'il n'y a aucune compétence spontanée en français, ou très 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 peu. Ces résultats ressemblent à ceux que nous avons déjà vus plus tôt. Voici les résultats après 5 mois de français intensif. La moyenne des résultats démontre que 72% des élèves ont atteint le niveau 14, ce que nous appelons le début de la communication spontanée, et ce, après environ 300 heures d'apprentissage intensif. Okay. Regardons maintenant l'amélioration moyenne qui s'effectue pendant les 5 mois. Vous remarquez que les résultats du pré-test de ces 9 classes sont conformes à ce que nous avons vu tout à l'heure. C'est-à-dire que les élèves, au début de leur expérience d'apprentissage en français intensif, ont peu ou pas de capacité communicative en français. À la fin des 5 mois, il y a un gain de 2,6 niveaux en moyenne. Et tous les élèves, je suis là encore là, oui, et tous les élèves ont amélioré leur capacité de communication orale. Voici les derniers résultats qui ont pu être compilés de 2007 à 2011. Comme vous le constatez, les résultats se maintiennent et il nous est permis d'exprimer nos attentes par rapport au programme du français intensif et du programme post-français intensif, celui qui suit. En supposant que l'élève continue de suivre le programme jusqu'à la fin de son parcours scolaire en 12e année, nous nous attendons à ce que la moyenne atteinte soit 17, c'est-à-dire un niveau de communication dans la langue seconde qui démontre une certaine aisance et une capacité de maintenir une conversation portant sur divers sujets pendant assez longtemps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces chiffres font référence au niveau de l'échelle du Nouveau-Brunswick. D'autres outils ont été utilisés à travers le Canada pour évaluer la compétence à l'oral des élèves. Et plusieurs instances ont fait la corrélation avec les niveaux dont on parle dans le cadre européen commun de référence pour les langues. Comme vous pouvez le constater, les résultats des évaluations démontrent clairement les niveaux atteints par les élèves inscrits dans les différents programmes de français. Au niveau le plus bas, les élèves ont suivi le programme de français de base pendant 12 ans, soit environ 1100 heures. Ensuite, les élèves en français intensif de la 5e année, donc après environ 300 heures d'apprentissage, suivi des élèves qui ont suivi le programme post-intensif à raison de 90 heures par année scolaire. Les élèves qui réussissent le mieux sont les élèves inscrits au programme d'immersion.
soit ceux qui ont commencé en 6e année, donc environ 3000 heures d'enseignement en français, et au haut de l'échelle, ceux qui ont commencé en immersion en première année et qui ont profité d'un enseignement en français d'environ 6000 heures. Évidemment, le nombre d'heures dans les programmes d'immersion tient compte de toutes les matières enseignées en français. Avant de terminer, je vous invite... Ah bon? Non? Ah. Bon, là j'ai un problème technique. Ce que je voulais faire, c'est vous inviter à écouter un extrait de 2 entrevues d'élèves. Donc, c'est vers le bas. Ça devrait être ça. Voilà, merci. OK. Visionnez un extrait de 2 entrevues d'élèves. La première vidéo, si tout marche bien, présente un jeune homme âgé de 10 ans qui a suivi le français intensif en 5e année. Et la deuxième présente une jeune fille de 15 ans qui a suivi le français intensif en 5e année et qui a continué avec le programme post-intensif. Elle est en 10e année de scolarité. Les 2 élèves habitent une région reculée, comme on dirait chez nous, dans le bois, okay, où il n'y a aucun francophone. Okay. On voit des lapins, on voit toutes sortes d'animaux, mais on ne voit pas de francophones. D'accord? J'espère que ça va marcher. Ah. J'ai besoin d'un technicien, je crois. J'ai besoin d'aide, je ne sais pas comment cliquer là-dessus, excusez-moi. Ah, ok. Ok, Oui. loud. Et toi? Ah, Merci. Je pense que tu as fait une activité spéciale aujourd'hui. Oui, vous entendez? on était allés à l'école de James M. Hill. Et qu'est-ce que tu as fait là? On a fait une journée de sport. Fantastique. Et est-ce que tout le monde a participé aux activités? Juste les années de 3, 4 et 5. Ok. Les 3e année, les 4e année, les 5e année. Oh, ça c'est le fun. Et est-ce que tu as fait beaucoup d'activités? J'étais fait 4 activités. Et est-ce que tu as eu un ruban? Est-ce que tu as gagné quelque chose? Oui, j'ai gagné 4 rubans. Fantastique. Félicitations. Merci. Bon, j'ai refait. C'est pas, je vous fais pas. Voulez-vous vraiment écouter la deuxième? Parce que là, on peut écouter un petit peu la jeune, s'il vous plaît, merci. À la fin de l'année. Ah, très bien. Alors, cette année, qu'est-ce que tu as étudié en français? Quels sont les sujets que vous avez étudiés en classe? En classe, on discutait beaucoup de musique et aussi les films. On parle à propos de la commercialisation dans le film. Commercialisation dans le cinéma? Non, comme l'audience, que le public cible dans les films et on fait les choses avec les programmes sur l'ordinateur et faire des présentations à propos de le film et dire quel est le message dans les films Je ne sais plus quel bouton, quelle main utiliser. Bon, voilà. Alors au film, enfin, ça y est, je suis vraiment perdu. Vous m'excuserez. Mais au fil des années d'expérimentation, de révision, d'adaptation, de peaufinage, et malgré les efforts énormes que la tâche leur demandait, Monsieur Nathan et ça va mal. Madame Nathan et Monsieur Germain, dès le début, ont veillé à recueillir toutes les données qu'ils jugeaient importantes afin d'appuyer l'évolution de l'approche neurolinguistique pour le français et de ses résultats concluants. Et ils continuent de se faire aujourd'hui. C'est grâce à leurs efforts que j'ai pu vous présenter les tableaux récapitulatifs qui font état de la percée du français intensif à travers le Canada et, ce qui est à mon avis plus important,
des tableaux qui présentent les résultats des élèves d'année en année. Bien sûr, les résultats dans l'ensemble positif de l'approche neurolinguistique dépendent de l'intensité de l'apprentissage. Mais il faut tenir compte également des stratégies d'enseignement mises en pratique par les enseignants, ce dont je vous parlerai tout à l'heure. Vous comprendrez que mes collègues à travers le Canada sont enthousiastes en ce qui concerne les résultats obtenus en offrant le programme de français intensif et le programme post-intensif. En effet, l'approche offre aux élèves non inscrits au programme d'immersion la possibilité d'acquérir une compétence de communication spontanée à l'oral dès la fin du programme intensif. Ils pourront, s'ils le désirent, poursuivre le développement de leurs habiletés afin d'arriver à un niveau de compétence naturelle en langue seconde. Les deux exemples que vous avez visionnés démontrent clairement, enfin, à mon avis, la capacité de communication de ces jeunes. Et ils ne sont pas seuls. Ma présentation de tout à l'heure, lors de la table ronde prévue, se penchera sur les raisons qui expliquent le succès de l'approche neurolinguistique. À mesure que l'approche neurolinguistique est appliquée, il est permis d'espérer que la majorité des jeunes Canadiens pourront enfin atteindre un niveau de compétence à l'oral qui leur permettra de communiquer spontanément. C'est évidemment le but de tout programme de langue. Et l'approche neurolinguistique semble offrir des résultats probants. Ah, je voulais dire merci, je croyais qu'il y avait une diapo qui disait merci. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. J'accueillerai avec plaisir vos questions dans le peu de temps qui nous reste. Et je suis évidemment ici pour les 2 jours. Et je vous remercie de nouveau de m'avoir invité à participer à ce congrès.